Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue au CUM. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Denis Tillinac. Malheureusement, Denis Tillinac est retenu au fond de son lit par une mauvaise bronchite. Donc, il vous prie évidemment de bien vouloir l'excuser, de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Vous savez combien il tient à ces rencontres qui s'inscrivent dans le cycle Repenser la société française. Néanmoins, nous avons la chance et le privilège d'accueillir Franck Ferrand, qui lui est là et en pleine forme. Donc, je vais être obligée malheureusement d'officier à la place de Denis Tillinac. Je vais vous demander toute votre indulgence, évidemment, puisque, étant donné qu'on a été prévenu aux alentours de midi, on n'a pas eu trop le temps de préparer la rencontre, mais je suis sûre que les propos de Franck Ferrand, toujours passionnants, sauront relever le niveau un petit peu déficitaire de l'animatrice que je vais être. N'allez pas à la pêche aux compliments. Donc, au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous remercie d'être là. Je souhaite la bienvenue à Franck Ferrand et je vous souhaite donc une bonne conférence. Alors, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour, ravi d'être ici pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Nice. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes l'auteur d'à peu près d'une quinzaine d'ouvrages, d'essais, même d'une fresque, d'un roman historique, d'une trilogie. Dans les essais, on va pas tous les citer, mais il y a par exemple le dictionnaire amoureux de Versailles. On connaît votre attachement à Versailles. Il y a aussi un essai sur François Ier. Et donc ça, c'est votre première casquette, je dirais. Nous aurons peut-être tout à l'heure l'occasion de parler de François Ier, puisque Denis a intitulé cette causerie « L'histoire de France, sujet majeur de polémique ». Et le moins qu'on puisse dire est que j'ai sans doute un peu trop nourri la polémique à travers l'ouvrage que j'avais consacré au roi François. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, à l'occasion du 5e centenaire de son règne. J'y suis allé très fort, j'y suis allé fort volontairement, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Très bien, donc il y a ça, il y a évidemment votre casquette d'animateur, puisque vous animez sur Europe 1 l'émission Au cœur de l'histoire, une émission quotidienne qui est très suivie par les auditeurs et très appréciée aussi. J'imagine qu'il y a parmi vous des auditeurs d'Au cœur de l'histoire, je les remercie de leur belle fidélité. On peut parler d'une belle fidélité quand une émission entame sa 8e saison consécutive. Et pour ma part, je suis à l'antenne d'Europe 1 depuis le 30 juin 2003. Ça fera 15 ans le 30 juin prochain. Il est question que Europe 1 déménage le 30 juin prochain. Vous savez, quitte ces locaux fastueux de la rue François Ier, justement, pour aller s'installer au quai de Javel, dans des locaux nettement moins fastueux. Je ne sais pas si je ferai partie du déménagement. Toujours est-il que ce sera le jour de mon 15e anniversaire à l'antenne. Il y a comme ça parfois des signes. Bon signe, espérons. Vous écrivez aussi pour la revue Historia, qui est une sorte aussi de consécration, quelque part. Oui, je lisais Historia quand j'étais enfant et adolescent. J'y ai beaucoup puisé. J'y ai gagné la familiarité d'une certaine approche de l'histoire, celle dont nous allons peut-être parler d'ailleurs cet après-midi, à travers des figures comme Boringe, comme évidemment Le Nôtre, Gosselin Le Nôtre, dont les articles, bien qu'il fût mort à l'époque depuis longtemps, étaient utilisés dans les colonnes d'Historia jusqu'au milieu des années 80. Et puis bien sûr, les 2 grands piliers de cette revue qui étaient André Castelot et Alain Decaux, que j'ai eu la chance de bien connaître personnellement l'un et l'autre, qui ont été un peu mes parrains dans le métier, et dont je me plais à croire, je veux croire en tout cas, que de là où ils sont contents de voir ma trombine sur la couverture d'Historia aujourd'hui. Le temps passe, les choses changent, mais un certain nombre de valeurs subsistent. Et l'histoire donc peut aussi s'exprimer d'une manière peut-être encore plus originale, puisque depuis 2 ans, il y a un spectacle, vous faites du théâtre, et donc l'histoire est au théâtre grâce à vous. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que je passe mon temps dans les interviews à expliquer aux journalistes qui veulent bien m'interroger que j'ai fait valser la table,
le pied de micro, la carafe d'eau, que maintenant je me promène avec un micro qui est caché sous ma chemise et que je me balade dans la salle et que je fais tirer les sujets au sort. Bref, c'est le sujet même, c'est le principe même de ce spectacle dont la nouvelle mouture est mise en scène par Éric Métayer. Je vous avoue que nous nous amusons vraiment beaucoup. Pour moi, c'est une joie extraordinaire, cette espèce d'improvisation guidée tous les soirs, avec des musiques, des lumières, des décors, mais néanmoins, la surprise de sujets tirés au sort et l'invention, le danger aussi d'une certaine manière de l'improvisation, puisque j'improvise le spectacle tous les soirs. C'est le régisseur qui, dans sa régie, suit ce que je raconte et change les lumières. Mais moi, je ne sais pas au moment où le rideau se lève de quoi je vais parler. Ça, on peut dire que c'est un immense défi, très réussi de mon point de vue. J'espère que les spectateurs s'amusent autant que moi, mais pour moi, c'est une vraie révélation. Et c'est peut-être aussi, d'une certaine manière, un pas dans une approche différente de l'histoire. Car jusqu'alors, autant que je sache, personne ne s'était lancé dans un one-man show historique. Ça n'existait pas. Nous avons inventé le genre, et je pense, il me semble en tout cas que c'est assez réussi. Donc je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, je signale pour ceux que ça intéresserait parmi vous que je serai à Saint-Raphaël le 10 décembre prochain. Parce que non seulement nous sommes sur la scène du Théâtre Antoine tous les soirs à Paris, jeudi, vendredi, samedi, mais je fais une sorte de tournée à travers nos belles régions, et donc Saint-Raphaël le 10 décembre. Alors, ça fait beaucoup d'activités, toujours au service de l'histoire, par amour de l'histoire. Comment s'organise une journée pour que vous puissiez finalement arriver à exprimer l'histoire de manière si différente et toujours avec succès, mais voilà, pour que ce soit varié, pour pouvoir toucher un maximum de gens? La journée type de Franck Ferrand, c'est pas dans la peau de John Malkovich là, mais à mon avis c'est nettement moins palpitant, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, je suis pas sûre. Allez-y, je pense que d'un seul coup les lumières d'avis. s'éteignent quand on se met à parler de ça. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Non, c'est vrai, objectivement, j'ai la chance d'exercer mon métier sous des formes très différentes et simultanément. Quelqu'un m'a dit récemment, en fait, tu mènes 4 carrières de front, ce qui est vrai. On dit souvent aujourd'hui que notre époque veut qu'on change de métier plusieurs fois dans une vie et qu'on ne se cantonne plus à une activité. Eh bien moi, non seulement je mène 4 métiers dans ma vie, mais je les mène en même temps. Ce qui n'est pas très évident, bien sûr, ce qui est assez amusant aussi, ce qui est très exigeant. Ça suppose une discipline militaire, il faut être à la minute près. Les gens me trouvent parfois un peu impatient, mais moi, quand on me fait perdre 2 minutes, on bouleverse mon emploi du temps. Donc tout doit être très, très, très serré, très cadré. Et en même temps, cette discipline-là vous ouvre des horizons. Comme toutes les canalisations, elle renforce l'énergie. Et ça, je pense que quelque part, c'est presque une leçon même. Alors, à quoi ressemble une journée type? C'est vrai que je fais beaucoup de choses. Je vous passe tous les détails parce que nous sommes maintenant asservis à la réponse aux mails, à la réponse aux SMS qui tombent comme une avalanche à longueur de journée, même si moi j'ai la chance d'avoir plusieurs assistants qui gèrent ça, mais il faut néanmoins leur donner la substance des réponses qu'ils vont ensuite envoyer. Donc tout ça est un petit peu exigeant, c'est vrai. Pour vous parler du cœur de mon activité, prenons par exemple... Imaginons que je doive parler de Jeanne d'Arc et que je doive en parler dans différents médias et sous différentes formes. Je me réveille le matin, je vais consacrer 1h30 à l'écriture d'un chapitre sur Jeanne d'Arc dans un ouvrage. Alors là, je travaille à l'ancienne, si je puis dire. Et c'est ce qu'il y a de plus jouissif d'une certaine manière pour celui, et ce n'est pas à vous Karine que j'apprendrai ça, puisque vous êtes une femme de l'écrit et du façonnement des ouvrages. Vous savez à quel point on peut prendre plaisir à entrer dans la matière, à la façonner, à la modifier, à ciseler les mots autant qu'on le peut, à modifier parfois aussi ce qu'on avait écrit la veille pour faire sonner les choses davantage. Bon, ça c'est un vrai plaisir. Alors là, il y a un travail qui est classique, c'est-à-dire que moi je ne vais plus dans les archives, hélas, j'ai vraiment plus le temps du tout, mais j'ai des gens qui vont dans les archives et qui font les recherches que je leur demande de faire, assez précises, qui me rapportent un matériau incroyable,
Ça, c'est très agréable, c'est-à-dire que vous découvrez des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Cette matière-là, vous la laissez sédimenter, vous la travaillez, vous essayez d'en tirer quelque chose de neuf. Bon, ça, c'est la partie la plus noble du travail. Ça n'est peut-être pas la plus amusante, mais c'est la plus nourrissante, incontestablement. Alors ensuite, vous passez, imaginons une journée type, vous passez au stade de l'article pour Historia, puisque j'écris maintenant un grand article tous les mois dans Historia. Quand je dis un grand article, c'est 18 000 signes, l'équivalent de 2 chapitres de livre, c'est lourd quand même. Alors là, c'est différent, parce que vous devez tout de suite aller chercher le public. La personne qui prend la peine d'acheter un livre et d'entrer en suffisante connivence avec vous pour partager de longues heures d'une intimité intellectuelle. Cette personne-là n'a pas besoin d'être spécialement séduite. Elle fait l'effort de venir à vous, de lui offrir suffisamment d'éléments pour justifier sa lecture, mais vous n'êtes pas là pour la... Ça n'est pas la même chose dans une revue. Lorsque vous ouvrez le magazine Historia, vous êtes sollicité par une trentaine d'articles différents, sans compter toutes les rubriques. Vous feuilletez ça, disons les choses, c'est très richement illustré, et donc vous regardez d'abord les images, parce que c'est l'esprit humain qui est fait comme ça, il regarde d'abord les images. Donc, il faut savoir aller capter l'attention, il faut aller chercher le public, un petit peu plus déjà. Lorsque j'étais à l'école des hautes études, il y a très longtemps de ça, ça nous ramène presque 30 ans en arrière, j'avais un professeur qui était Jacques Julliard, grand chroniqueur du Nouvel Observateur à l'époque, qui nous donnait des leçons de communication, ce qui ne manquait pas de sel pour des apprentis historiens. Il nous disait, quand j'écris un livre, je prépare environ 100 idées. Lorsque je présente mon livre en conférence, je garde 12 idées. Lorsque j'en tire un article pour le Nouvel Observateur, je garde les 5 meilleures. Sur les 5 idées, j'ai le temps d'en présenter 2 dans mon édito à la radio sur RTL le matin, parce qu'à l'époque, lui, il était sur RTL le matin. Et si je suis invité à la télévision, je garde une idée, avec l'espoir de pouvoir la faire passer. C'est même pas gagné. C'est-à-dire que vous allez à la télé, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir faire passer une idée. 2 à la radio, 5 dans les tribunes, enfin dans les colonnes du magazine, 12 en conférence, 100 dans le livre. Voilà, vous voyez à peu près comment ça s'articule. Bon. Alors moi j'arrive à la radio ensuite pour présenter l'émission. Imaginons que je parle de Jeanne d'Arc. Là je vais essayer de tirer ce qu'il y a de plus spectaculaire, de plus saillant. Le président Chirac autrefois aurait dit de plus coruscant. Ça c'est pour Denis, mais je ne peux pas m'empêcher de citer Jacques Chirac quand je suis dans une salle où plane l'esprit de Denis. On n'a pas établi quand même de liaison avec son lit de malade là, pour qu'il puisse suivre la conférence en direct. On aurait dû penser à ça, faire du théâtrophone. Donc, pardon, je ferme cette parenthèse, j'essaie de garder ce qu'il y a de plus saillant pour, alors là, vraiment tenir l'auditeur en haleine. Ça, c'est un travail beaucoup plus complexe. Là, il n'y a plus de quartier. L'auditeur est d'une exigence quasi impitoyable. Si vous avez le malheur de l'ennuyer pendant 2 minutes, il n'y aura pas de troisième, parce qu'il sera déjà parti sur autre chose. Soit il mettra de la musique, soit il éteindra la radio, soit, enfin bref, les gens font ce qu'ils veulent. Et pour ce qui est des podcasts, il n'écoutera pas le podcast jusqu'au bout. Et pour moi, il est très important qu'il soit là jusqu'au bout. Et même, dans l'idéal, non seulement qu'il soit là jusqu'au bout, mais qu'il se dise à 15h quand l'émission s'achève, vivement demain, de quoi nous parlera-t-il ? Donc ça, c'est une très grande exigence. Alors là, pour tout vous dire, on a des aides. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe qui sait exactement comment je travaille depuis longtemps maintenant. Je les ai formés pendant des années. Et eux me préparent la matière. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à la radio à peu près 1 heure avant l'émission, la matière a été préparée, digérée, coupée. C'est un peu comme le chef qui n'aurait plus qu'à mettre les ingrédients dans la poêle, mais les légumes ont été échaudés et coupés en petits morceaux. La viande a été dénervée. Enfin, tout est prêt, si vous voulez. Ça n'est même plus du jeu, si je puis dire. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'il y a d'assez satisfaisant et amusant dans cet exercice de radio. C'est que, mais vous l'avez pu le constater, puisque vous êtes venu dans l'émission, moi, je n'ai plus qu'à mettre en valeur ce que d'autres ont préparé, évidemment.
Alors, il ne faut pas trop le dire au public parce que ça casse un peu la magie. Les gens croient que j'ai la science infuse, que j'arrive, que je parle de n'importe quoi avec une aisance totale. Bah évidemment, quand il y a 3 filets, 2 harnais de sécurité et accessoirement un grand balancier, c'est plus facile. Mais il faut quand même qu'au moment où l'auditeur entend l'émission, il ne pense pas à toutes ces sécurités. Donc là, effectivement, si je me mets à parler de Jeanne d'Arc à la radio, je vais plutôt mettre l'accent sur un certain nombre des aspects problématiques de sa vie, etc. Puis nous avons un invité que je vais essayer de faire réagir. J'essaie de prendre un invité qui n'est pas forcément de mon avis, qui n'a pas forcément à transmettre les mêmes aspects ou les mêmes choses que moi. C'est ce qui est intéressant aussi. Il faut créer ce relief. Voire, pourquoi pas, à la limite, cette polémique. Nous sommes là dans un média vivant, bien sûr. Si jamais, comme ça arrive très souvent, je suis invité dans telle ou telle émission, généralement pour vendre ma soupe, mais aussi pour essayer de transmettre un peu de ma passion, pour essayer de donner envie à de nouvelles personnes de s'intéresser à l'histoire. Alors là, je vais faire comme faisait Jacques Julliard, c'est-à-dire que je ne retiendrai qu'une ou 2 idées. Par exemple, je vais y aller avec l'idée très simple, très claire, mais très utile, que Jeanne d'Arc a été abandonnée après le sacre de Reims. Bon. Après le sacre de Charles VII, on voit la cour, on voit Yolande d'Aragon, on voit l'entourage immédiat du roi lui-même, jusqu'à la reine Marie d'Anjou, on voit tout le monde abandonner Jeanne d'Arc. C'est une idée intéressante, c'est ce que le public ne sait pas forcément. Alors, je vais me concentrer là-dessus, et je vais essayer, entre 2 calembours de mes chers compagnons d'antenne, de caser cette idée. Et je me dis, ce sera toujours ça de gagner. Bon. Et puis, alors, quelles sont les activités? On a vu l'écriture de livres, l'écriture d'articles, la radio, éventuellement la télévision. Et puis, alors, le soir, j'arrive au théâtre. Alors là, c'est une autre histoire. Là, nous ne sommes plus là. Même si, évidemment, le but, là encore, est de nourrir le feu sacré, parce que c'est ça l'intérêt et la noblesse d'un métier comme celui-ci. Mais le but n'est plus d'instruire le public, il est de le divertir, en l'instruisant si possible. Castigat rigendo mores, disait l'autre. Alors là, oui, je me mets entièrement au service du spectacle. C'est-à-dire que je ne suis plus Franck du tout, je suis Ferrand à 100%, je vais faire mon numéro, j'allais dire je vais me rouler par terre, on n'en est pas très loin, je vais essayer de faire rire les gens, essayer de les faire pleurer, je vais utiliser tous les artifices du maquillage, de la mise en scène, de l'éclairage, de la surprise du texte, je vais, parce que j'ai l'habitude, j'en ai fait de nombreuses représentations, donc je sais ce qui amuse les gens, ce qui ne les amuse pas, je sais ce qui les émeut, ce qui ne les émeut pas, je le sens, ça frissonne ou ça ne frissonne pas dans la salle. Puis vous avez des salles faciles et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des salles où dès que le rideau se lève, vous sentez déjà les gens prêts à trépigner. Et puis d'autres où vous avez l'impression qu'ils sont tous en train de dormir. On ne sait absolument pas pourquoi d'ailleurs. Ça c'est la magie de l'inertie de groupe. Vous ne savez pas pourquoi la même salle, le même soir, est dans le même état d'esprit. C'est ainsi. Bon. C'est peut-être lié au vôtre d'état d'esprit au moment où se lève le rideau. C'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas encore réussi à élucider totalement ce qui à mes yeux reste un mystère. Toujours est-il que, alors là oui, au théâtre, je vais donner une énergie, ce qu'il restera de l'énergie de la journée d'une certaine façon, mais je vais donner une énergie supplémentaire pour que les personnes qui alors là ont vraiment fait un effort magnifique, c'est-à-dire que vous partez de chez vous, vous fermez votre maison, vous allez vous taper les embouteillages, vous cherchez une place pour votre voiture, vous faites la queue, vous vous installez, vous avez payé votre place, vous êtes plus ou moins bien assis, plus ou moins près de la scène, et néanmoins, il faut que les gens n'aient pas le regret de leur déplacement. Il faut qu'ils aient le sentiment de communier dans quelque chose. Il faut que s'instaure, non seulement sur scène, mais dans la salle et entre les deux, que s'instaure un climat particulier qui, à un moment donné, va permettre la fameuse catharsis d'Aristote. Vous savez, va permettre qu'on décolle un peu, qu'ensemble on aille voyager ailleurs. Là, c'est le suprême exploit d'un métier comme le mien. Je pense que je ne suis jamais mieux dans mon rôle qu'à ce moment-là, mais il a fallu, pour que cet ultime moment-là finisse par advenir, il a fallu que tout le reste que toutes les cases soient cochées, si je puis dire, que tout le reste existe. Voilà donc à peu près les différents, et je pense qu'il faut que nous nous en tenions là pour ce qui est du nombrilisme et de l'explication de mon activité personnelle, mais en tout cas, voilà à peu près en quoi consiste chaque jour mon métier. Faire vibrer l'histoire, faire vibrer pourquoi pas parfois un même sujet, mais à travers
des aspects très différents. Vous savez, je parlais d'Alain Decaux tout à l'heure. Alain Decaux me disait, c'était d'ailleurs, ça faisait partie des espèces de conseils qu'il me donnait, il me disait, quand vous travaillez sur un sujet, essayez d'en tirer le maximum. Il me dit, moi, lorsque je travaille, à l'époque, par exemple, il travaillait sur la découverte de la tombe de Toutankhamon par Carter et Carnarvon. Il dit, quand je travaille sur Toutankhamon, il faut que ça me serve pour l'émission de télé, pour la tribune de l'histoire sur France Inter, pour les conférences que je vais donner, pour les articles d'Historia ou d'Histoire pour tous, et pour le livre qui en sera tiré aux éditions Perrin. Il me dit, je travaille une fois, et ensuite, je fais cette cascade-là. C'est un des meilleurs et des plus malins conseils qu'on m'ait donné dans mon existence et j'essaie de le mettre chaque jour en œuvre. Alors, avec aussi tout le service après-vente. Par exemple, demain matin, je dois prendre l'avion très tôt pour aller faire une signature avec Stéphane Bern d'un livre qu'on avait édité il y a longtemps, mais qui se trouve mettre en avant le peintre Rubens. Or, on est en train d'inaugurer au musée du Luxembourg, au Petit Luxembourg, une exposition sur Rubens, peintre portraitiste des princes. Donc nous faisons une signature. Bon ben là c'est encore un autre travail. Ça c'est le travail d'échange avec le public qui consiste bien souvent d'ailleurs à comprendre comment ont été perçues les choses qu'on a pu faire. C'est une chose de donner, c'en est une autre de recevoir un peu en échange. C'est le moment. La signature c'est le moment de l'échange. Alors ben justement, vous évoquez Stéphane Bern. Il y a une polémique en ce moment, vous en avez tous entendu parler. Donc, je vous vois venir. Stéphane Bern a proposé, comme ça, de manière un peu informelle, je dirais, enfin vous me corrigerez, de faire payer l'entrée des cathédrales pour permettre de financer le patrimoine et l'entretien du patrimoine. Alors voilà, que pensez-vous justement de cette grande question qui vient d'être mise en lumière par Stéphane Bern ? Vous vous doutez bien que je ne vais pas de près ou de loin désavouer mon vieux complice Stéphane, qui est non seulement assez complémentaire de ce que je peux faire dans les médias, mais qui se trouve être à la ville mon meilleur ami depuis 25 ans. Lorsque le nouveau président de la République lui a confié cette mission que vous connaissez là, outre les réticences que je peux avoir et sur lesquelles je n'ai même pas besoin de m'étendre, je me suis demandé si ça n'était pas un peu un piège. Depuis 20 ans, l'État n'assume plus du tout son rôle dans la défense du patrimoine culturel, de ce que les anglo-saxons appellent l'héritage culturel, que je trouve beaucoup mieux d'ailleurs que patrimoine, mais enfin bref, peu importe. Si Denis était là, il me dirait « Mais non, patrimoine, c'est très bien, il n'y a pas terre là-dedans ». Certes, l'État consacre, et je parle là du budget de la direction du patrimoine au ministère de la Culture, consacre aujourd'hui 30 fois moins de fonds à l'entretien du patrimoine national qu'au milieu des années 80. Dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que les gens veulent bien que les châteaux soient en bon état, que les églises soient pimpantes, que les lavoirs et les fontaines soient entretenus. Ils veulent bien tout ça, mais ils ne demandent pas compte à leurs élus de choix budgétaires dont je n'hésite pas à dire qu'ils sont scandaleux. Toujours plus pour le social, toujours moins pour le culturel. C'est un choix. Jusqu'ici, nous avions des présidents, je pense à François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui essayaient de compenser une paupérisation progressive par de grands actes symboliques et forts, et par un investissement personnel dans la vie du patrimoine, car on ne peut pas dire le contraire, le chef de l'État à l'époque s'investissait, allait voir les choses, François Mitterrand visitait 2 châteaux tous les week-ends, Jacques Chirac a inauguré un nombre de musées invraisemblables, je crois qu'on n'avait jamais tant inauguré de musées. Bon. Ensuite, on a eu les 2 ébulons, là. Donc, eux, évidemment, ne connaissant rien à rien et ne s'intéressant strictement pas à la culture, je parle évidemment de Nicolas Sarkozy et François Hollande, ne s'intéressaient pas du tout au sujet et obéissaient globalement à ce que leur disait Bercy, c'est-à-dire récupérons de l'argent, récupérons de l'argent, récupérons de l'argent. Et on a commencé à serrer, visser le budget du ministère de la Culture.
sachant que, pour des raisons que je n'ai même pas besoin d'évoquer, tout ce qui concerne le spectacle, etc., le cinéma, n'est jamais le parent pauvre au ministère de la Culture. On a besoin, on ne veut pas avoir les comédiens dans la rue, on ne veut pas avoir de stars qui font des déclarations déplaisantes. Bon, donc, qu'est-ce qu'on sert? Eh bien, regardez ce qu'il en est du réseau des bibliothèques, regardez ce qu'il en est du soutien de l'État aux collectivités locales dans l'entretien du patrimoine, regardez ce qu'il en est de tout ça. Et bien sûr, la direction du patrimoine au ministère de la Culture, qui a commencé à fondre comme neige au soleil, dans l'indifférence générale. Le nouveau président est incontestablement, quoi qu'on pense de lui, c'est un autre sujet, mais en tout cas c'est un homme de culture. Là, à côté des deux précédents, c'est même le jour et la nuit. Bon, lui connaît le patrimoine, il l'aime, etc. Le problème, c'est qu'il n'a pas, à ma connaissance, décidé de changer quoi que ce soit en termes de budget. Donc nous continuons à avoir un budget ric-rac. Et encore, je suis très gentil, un budget totalement aberrant par rapport aux nécessités d'un patrimoine colossal, 40 000 sites classés. Je ne parle pas des sites inscrits en France, c'est colossal. Alors vous allez me dire, à côté de l'Italie, c'est un tiers de ce qu'ont les Italiens, mais alors eux, les pauvres, ils croulent sous leur patrimoine, c'est d'ailleurs bien leur problème. Nous sommes le deuxième pays, néanmoins, en Europe, après l'Italie, et bien devant les suivants. Les Anglais ont beaucoup de sites classés, mais parce qu'eux, ils classent la moindre pierre levée, vous savez, bon, ça c'est très différent, c'est une autre philosophie. Donc, comment s'en sortir? Eh bien, il me semble que le président s'est dit, je vais nommer un monsieur patrimoine. Comme ça, ça permettra de, entre guillemets, de noyer le poisson. Et puis peut-être, qui sait, que ça pourrait, et c'est en soi, pourquoi pas d'ailleurs, ça peut créer une énergie, une dynamique, ça peut donner envie aux gens de se mobiliser, ça peut personnaliser ce qui est un vrai problème. Et puis peut-être qu'à terme, d'ailleurs, dans un premier temps, on personnalise en nommant Stéphane Bern, et puis dans un deuxième temps, si l'on voit que les gens adhèrent, on pourra peut-être se servir de ça pour faire pression sur Bercy et pour rééquilibrer les politiques budgétaires. Après tout, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, moi. C'est peut-être ce qu'il s'est dit. Toujours est-il qu'il a nommé un monsieur patrimoine qui est sans service, sans budget et sans comment pourrait-on dire, sans relais dans la haute administration. Quand je dis qu'il est sans relais, il est même très mal perçu, disons-le, par le ministère de la Culture. Vous savez ce qu'il en a été. Les services extérieurs du ministère étaient tous vent debout contre cette nomination. Bien. Que peut faire Stéphane seul dans cette situation? Il peut utiliser son pouvoir d'influence pour appeler tel ou tel maire qui a décidé de détruire une église. Je sais que depuis sa nomination, si on peut appeler ça une nomination, depuis cette évocation qui a eu lieu le jour des Journées du patrimoine, donc le 3e week-end de septembre, il a déjà sauvé, me disait-il, une dizaine d'églises en France. C'est pas mal. C'est-à-dire que les maires, quand ils ont Stéphane Bern au téléphone, qui leur dit « Mais enfin, monsieur le maire, vous voulez détruire l'église ?» changent un peu d'avis, disent « Mais non, c'est pas si simple. » Et puis on met l'affaire sous le boisseau et on évite la destruction. C'est déjà ça de gagner, si je puis dire. Bon. Ça, c'est le pouvoir d'influence. Deuxième chose, il peut essayer de mobiliser l'opinion publique et d'essayer de faire en sorte, notamment, qu'un réseau associatif existant, les vieilles demeures, la demeure historique, enfin l'association de sauvegarde du paysage, merveilleuse association présidée par Alexandre Gady, enfin toutes ces associations se sentent mieux reconnues et mieux aidées d'une certaine manière. Pourquoi pas? Ça n'est pas nul. Et puis, troisième chose et surtout, il peut faire des propositions en termes de budget, puisqu'il n'y a pas de budget national, que les budgets locaux sont en forte chute, eh bien alors, au moins essayons de trouver des... Alors, il y a deux grandes voies possibles. Il y a... Pardon, on est en train là de... C'est un peu une digression, mais après tout, c'est un sujet d'actualité et qui n'est pas nul. Créons un loto du patrimoine, comme font les Anglais avec leur National Trust, c'est-à-dire qu'un pourcentage de la loterie, ou enfin en l'occurrence du loto, est destiné à aider le patrimoine. Moi, je ne vois pas trop où est le problème, là. Alors, ceux qui voient le problème, c'est les administrateurs de Bercy, les hauts fonctionnaires, qui, eux, se disent c'est autant de milliards en moins pour nous, hein, c'est aussi simple que ça. Et, d'autre part, pourquoi pas, faisons payer soit davantage les musées ou autres, soit des monuments qui, jusqu'alors, étaient par essence même gratuits, c'est-à-dire des églises. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à l'épiscopat, ça ne plaît pas aux catholiques pratiquants qui se disent « mais enfin, depuis quand est-ce qu'il faut payer pour entrer dans une église ?» Oui, je peux comprendre tout ça, bien entendu.
on a très envie de dire à l'épiscopat, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vos églises? Parce que là, actuellement, et ça je suis bien placé pour le savoir, quand une église, je ne parle même pas des cathédrales, qui sont encore un autre sujet, vous savez que 18 de nos grandes cathédrales, il y a 81 cathédrales en France, 18 sont, je parle des grandes cathédrales gothiques, 18 sont en difficulté en ce moment, dans l'indifférence générale. Parce que le public est très prompt à s'émouvoir pour des petites questions symboliques, mais sur les grandes questions fondamentales, on n'entend pas grand monde quand même. Donc, les cathédrales en question, je les mets de côté, sans parler même des cathédrales, pour ne parler que des églises. À chaque fois qu'il y a un problème grave, c'est-à-dire qu'une voûte menace ruine, qu'une verrière doit être consolidée ou voire démontée, etc., voilà ce qui se passe. C'est la commune qui se donne un mal de chien, vous me direz c'est la loi de 1905, hein, mais qui se donne un mal de chien pour recueillir des fonds au niveau du département, de la région, de l'État, un peu, de moins en moins, de l'Europe, beaucoup d'ailleurs. Ce sont des associations qui soutiennent la commune, ce sont des fondations privées qui aident les associations, et notamment des fondations qui sont américaines, allemandes, ça ne manque pas de sel quand même. Mais l'Église, elle fait quoi, elle? 9 fois sur 10, les curés locaux ne sont même pas présents aux réunions. Alors, je serai l'Église, je serai un peu plus réservé, je dirais, sur mon attitude et sur ma réaction lorsque Stéphane a fait cette proposition, qu'il a peut-être faite un peu rapidement, c'est possible, ça je ne sais pas. Alors ben justement, on voit cet engouement du public pour l'histoire. Les Français aiment l'histoire passionnément, même s'ils ne la connaissent pas toujours bien, mais ils l'aiment passionnément. On le voit parce que dans toutes les manières dont vous vous exprimez justement pour célébrer l'histoire, ils sont toujours au rendez-vous. Ils sont attachés au patrimoine, puisqu'on voit par exemple avec cette polémique que déjà, même s'ils ne sont pas directement concernés, qu'ils ne vont pas à l'église, eh ben ils trouvent ça quand même anormal dans l'ensemble qu'on paye pour entrer dans une église. Donc on voit cet attachement viscéral des Français pour leur histoire, leur héritage et pour l'histoire. Donc, pourquoi les Français aiment tant l'histoire? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les Français aiment l'histoire? Pour plusieurs raisons. Il y a 2 peuples en Europe qui ont une passion de l'histoire, plus que d'autres. Il y a des pays où l'histoire est carrément, quasiment tabou. Essayez de parler d'histoire avec un Allemand, vous allez voir, c'est très compliqué. Chez nous, non seulement l'histoire n'est pas un tabou, mais elle est effectivement un grand sujet d'intérêt national. Il y a 2 peuples qui sont dans ce cas en Europe, c'est les Anglais et les Français. En Angleterre, c'est merveilleux, parce que alors c'est vraiment la passion principale collective. Si vous saviez le nombre de réunions comme la nôtre cet après-midi, de causeries où l'on parle d'histoire en Angleterre. On ne fait que ça. On discute sur tout sujet, on débat sur la question. Alors il y a des sociétés savantes qui se sont créées, mais des sociétés savantes version 21e siècle. Prenez par exemple le cas de la polémique Shakespeare. C'est incroyable le nombre d'associations qui peuvent exister à travers l'Angleterre, certaines défendant Shakespeare, d'autres défendant les différents candidats qui sont censés avoir écrit à la place de Shakespeare. Enfin bon, ça c'est assez amusant quand même. En France, c'est un petit peu moins fort, un petit peu moins manifeste, mais quand même, c'est vrai que les Français ont le goût de l'histoire, ou plus exactement, ont le goût d'une certaine histoire. J'essaie toujours de faire la distinction, et là nous entrons dans le vif du sujet qui était l'histoire de France, une polémique, disait Denis Tillinac. J'essaie toujours de faire la distinction entre l'histoire discipline universitaire, qui est un domaine d'études comme un autre, il y en a tant, avec ses marottes, avec son travail incontestable et ses résultats, mais aussi avec tous ses travers. On pourra y venir tout à l'heure si vous voulez. Ça, c'est une discipline qui n'intéresse qu'une partie très très limitée de la population. Je ne sais pas combien de Français s'intéressent à l'histoire comme discipline de recherche. 2% peut-être, 3% au grand maximum. Et puis après, à côté de ça, il y a l'histoire au sens patrimoine, au sens partage d'une mémoire collective. L'histoire incarnée dans des rois, dans des reines, dans des batailles et des traités, dans des grands moments, dans des riches heures, si j'ose dire. Cette histoire-là, elle passionne 60% des Français. Et ça, là, on peut parler d'une passion collective. Tout le monde, plus ou moins en France, sait qui était Jeanne d'Arc, du Guesclin, Richelieu ou Robespierre. Tout le monde a son point de vue. Ce sont des figures
familière de notre imaginaire. Nous aimons les uns, nous détestons les autres en fonction de nos appartenances politiques, en fonction de ce que nous avons cru apprendre sur les uns ou les autres, des biographies que nous lisons. Vous savez que nous sommes le pays au monde où on lit le plus de biographies historiques. Bon, là, il y a une vraie passion. Ça intéresse les gens. C'est un sujet qui captive, d'ailleurs il n'y a qu'à voir les émissions de télévision comme celle que fait Stéphane, Secret d'Histoire, ou celle que j'ai eu l'honneur de présenter pendant 5 ans, L'ombre d'un doute. Regardez les émissions de radio, très nombreuses, celle d'Emmanuel Laurentin, celle de Monsieur Lebrun, la mienne évidemment. Toutes ces émissions ont un grand succès. Les revues d'histoire, il y a actuellement 11 titres importants, quand je dis importants, qui tirent à plus de 35 000 exemplaires chaque mois. Bref, c'est un sujet qui passionne. Et alors cette histoire-là, les Français n'ont pas envie qu'on les en dépossède. Or, c'est un petit peu le projet d'un certain nombre de nos chers technocrates, pédagogistes, qui luttent contre cette histoire, eux. Qui ont décidé que cette histoire, elle était terminée, qu'elle était périmée, qu'il fallait passer à autre chose, et qu'il fallait que l'histoire ne soit plus que la discipline universitaire dont je vous parlais. C'est-à-dire que cette discipline qui intéresse 2% des Français, ils veulent la servir à 60% des gens qui disent aimer l'histoire, mais qui aiment, encore une fois, une histoire incarnée, une histoire vivante, une histoire riche en couleurs, pas une histoire statistique ou sérielle, pas une histoire tendancielle, voire tendancieuse. Là, il y a un malentendu. Et je pense qu'une grande partie des polémiques que l'on voit régulièrement naître, et dont je suis évidemment un des acteurs, puisque... sur qui est-ce qu'on tire, sur ceux qu'on voit d'abord. Donc moi, je suis un peu le punching ball sur lequel on se défoule, vous savez. Un peu le type qui a l'impression d'être à la foire, on lui jette des poids à la figure, vous savez. Alors nous sommes 3, Laurent Deutsch, Stéphane Bern et moi, à subir les assauts de tous ceux qui ont décidé une fois pour toutes que l'histoire ne serait qu'universitaire, ne serait que scientifique, avec de grands guillemets, parce que j'aimerais qu'on m'explique ce que l'histoire a de spécifiquement scientifique du reste. Bon. Je pense qu'il y a de la place pour tout et pour tous. J'ai suffisamment usé mes fonds de culotte sur les bancs de l'école des hautes études en sciences sociales pour respecter une certaine forme d'histoire universitaire. Je suis le premier à lire les thèses. Je suis le premier à lire les actes des colloques sur l'histoire. Je suis le premier à me tenir au courant des découvertes archéologiques, des exhumations de nouveaux documents dans les différentes archives, etc. J'essaie d'être à peu près au courant, j'essaie de me tenir au courant. Je suis là précisément, moi, pour servir de passeur. Il y a dans cette salle d'illustres passeurs. Je suis là pour, en quelque sorte, transmettre quelque chose. C'est-à-dire que vous n'allez quand même pas demander à monsieur tout le monde qui a 1000 occupations dans sa vie, qui peut être plutôt doué en maths, ou plutôt doué en français, ou plutôt doué dans n'importe quel domaine, qui a d'autres préoccupations, d'autres centres d'intérêt, qui peut être qui champion de bridge, ou qui champion d'aviron, que sais-je. Vous n'avez pas demandé à tous ces gens d'aller lire les thèses et les actes de colloque, qui sont d'ailleurs illisibles les uns comme les autres, 9 fois sur 10, parce qu'en plus, il y aurait un énorme travail à faire pour rendre tout ça accessible. Je ne vois pas en quoi jargoniser dans un jargon donné rend plus intelligent. Il me semble que la véritable intelligence, nous sommes après tout ici chez monsieur Paul Valéry, la vraie intelligence c'est la clarté, disait-il, et je crois qu'il a raison de ce point de vue. Bon. Donc, ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire, non seulement nous à titre personnel, mais avec toutes les équipes qui nous entourent, bien sûr, et dont on ne parle pas suffisamment, c'est d'aller tirer la substantifique moelle de tout ça, c'est d'aller chercher la matière là où elle se trouve et de la rendre, de lui donner des couleurs, de lui donner du relief, de la rendre plus humaine, plus vivante, plus sympathique, si je puis dire, pour la transmettre au plus large public possible, et notamment au jeune public. Car moi, ma vocation, si tant est que j'en ai une, c'est celle-là, c'est d'essayer d'éveiller de nouvelles vocations. C'est d'essayer de faire en sorte que le jeune public continue à s'intéresser au passé, continue à s'approprier les figures de notre légende nationale, continue à essayer d'une certaine manière de donner de la profondeur et du recul à sa réflexion. Moi, quand j'ai des gamins, et ça m'arrive régulièrement, ça c'est un vrai bonheur, vous savez, je suis invité chez des amis il y a quelque temps à Lyon à dîner, après un spectacle justement, et l'enfant de 9 ans de la maison, 9 ans,
se met à me parler de Trafalgar. Alors je me dis ça, c'est un coup monté avec les parents, ils ont dû monter parce que je vois qu'il connaît dans le détail les plans d'attaque, etc. Ça me paraît, il en savait bien plus que moi sur Trafalgar. Je me dis, ça me paraît bizarre cette histoire. Et puis petit à petit, je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Le gamin en question est un vrai passionné, qu'il a lu tout ce qu'il est possible de lire. Il a 9 ans, il connaît Trafalgar par cœur. Il a son opinion sur les décisions des différents généraux et en l'occurrence amiraux. C'est magnifique, moi, quand je vois ça. Et alors, quand en plus les parents me disent, mais tu sais, c'est grâce à toi, c'est parce que depuis qu'il est petit, il écoute l'émission, et donc du coup, il s'est passé... Bon, ben, on se dit qu'on ne se lève pas pour rien le matin. Et ça, cette transmission me paraît essentielle. Elle devrait être notre rôle et notre devoir à tous, en l'occurrence. Transmettre, instiller le feu sacré chez les plus jeunes, notamment. Pas uniquement, mais notamment. Voilà. Là, moi, j'estime que j'ai quelque chose à faire. Et alors, quand je vois certains aller me chercher des poux dans la tête sous prétexte que, effectivement, j'ai simplifié la méthodologie, j'ai donné une approche un peu simpliste d'une question très subtile ou très complexe. Mais quand je raconte la guerre de succession d'Espagne, je ne vais pas entrer dans des querelles diplomatiques que les historiens, dont c'est le métier, ont eux-mêmes du mal à les maîtriser. Par définition, moi, mon rôle, c'est d'aller au plus simple, c'est de résumer en quelques mots, c'est de rappeler aux gens qui sont les grands acteurs, quels ont été, en 3 ou 4 grandes inflexions, leur comportement et leur point de vue. Voilà. Quand j'ai fait ça, si en plus j'ai donné envie aux gens d'aller en lire davantage, d'aller ouvrir un site internet, d'aller mieux encore, ouvrir un livre dans leur bibliothèque ou dans une bibliothèque, et si mieux que ça encore, ils finissent un jour par se passionner assez pour la guerre de succession d'Espagne pour en tirer des conclusions sur ce que nous vivons nous aujourd'hui ou sur ce que nous pourrions être amenés à vivre demain, ben excusez-moi, j'estime que c'est déjà pas mal. Alors effectivement, nous avons peut-être oublié tel ou tel aspect. Effectivement, nous n'avons pas fait de l'histoire universitaire, mais nous ne prétendons pas en faire. Nous sommes encore une fois des passeurs. Nous sommes ce qu'on appelait, il y a encore pas si longtemps, à l'époque on avait le droit d'appeler un chat, des vulgarisateurs. Et moi j'assume cette dimension de la vulgarisation qui, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est Fabrice d'Almeida, grand universitaire, dans le tout dernier numéro, dans la toute nouvelle livraison de la Revue des Deux Mondes. Il nous cite justement tous, là, les vulgarisateurs, et il dit, il y a une noblesse dans leur travail, et il y a un respect envers ce travail qui parfois est ingrat et qui n'est pas assez considéré. Et le titre de l'article, je vous avoue que ça m'a fait très chaud au cœur, le titre de l'article de la Revue des Deux Mondes, c'est « Noblesse de l'histoire grand public ». Oui, je crois qu'on peut être grand public en faisant de l'histoire et en restant le plus noble possible. Mais au-delà de cette querelle qui revient dans différents domaines entre les universitaires purs et durs et ceux justement qui sont proches du public, qui arrivent à donner l'amour d'une discipline, à donner une passion vraiment pour quelque chose, ça devient vraiment intime au lieu de rester. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en plus de cela une sorte de barrière ou de combat idéologique finalement, oui, bien sûr, qui tend parfois à réécrire certains épisodes de notre histoire, en taire certains, en mettre d'autres en lumière. Enfin, on sent quand même que juste au niveau des faits, je dirais, les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux et on voit que derrière tout ça, il y a quand même une espèce de flou qui peut être causé par ou des convictions, ou par l'époque. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais si, vous avez raison, ça c'est une certitude. Il y a en effet une part d'idéologie qui est très française d'ailleurs. Nous ne sommes pas capables, nous, de sortir de la vieille affaire scolastique. Vous savez, nous sommes restés d'une certaine manière au XIIIe et XIVe siècle. Comme par hasard, l'université de Paris, la fameuse Sorbonne, était au cœur même des polémiques théologiques au Moyen-Âge. On aime ça. On aime en France la palabre et la polémique. On s'en nourrit. La controverse est notre oxygène d'une certaine manière. Et c'est vrai que si l'on essaie de reprendre la généalogie de l'histoire de France, d'une certaine manière, à travers des personnalités aussi diverses que Mézeray au XVIIe siècle, Michelet au XIXe ou Braudel au XXe. Toute notre histoire est la tentative d'expliquer ce mouvement irrépressible vers la constitution d'une nation souveraine.
C'est ça l'histoire de France. D'ailleurs, dans le bouquin que nous sortons, là, dans le livre qui va paraître aux éditions 3 minutes pour comprendre, là, aux éditions du Cahier du Livre, il sort aujourd'hui le livre. Je l'ai vu hier soir à 17h et j'arrive ici, je vois qu'il est déjà... comme quoi, à Nice, on se tient au courant quand même, hein, c'est pas mal. Ce que nous essayons de montrer avec Pierre-Louis Lancel, qui est mon co-auteur dans ce livre, c'est 50... Nous avons retenu 50 dates de l'histoire de France. Et nous essayons de les expliquer chacune de la façon le plus limpide possible. Bon. Chacune de ces dates est une petite pierre supplémentaire dans la constitution de cet État qui s'appuie sur une nation et qui prétend à la souveraineté. Voilà ce qu'est l'histoire de France. Bon. Il se trouve, et je n'apprendrai pas grand-chose à grand monde cet après-midi en disant cela, il se trouve que dans un certain courant de pensée, alors qu'on l'appelle, ça va être très difficile de le définir, et d'ailleurs, si vous me permettez, je m'abstiendrai de le faire pour ne pas nourrir encore un peu plus la polémique, mais dans une certaine école de pensée, soit dans le libéralisme effréné, pour ce qui est de la droite, soit, et c'est beaucoup plus fréquent, dans une forme de mondialisme transfrontière, pour ce qui est de l'extrême gauche, on refuse cette idée. Et cette notion, si j'ose dire, de nation, pas très élégant du point de vue de l'euphémie, cette nation, cette idée de nation est considérée comme rétrograde, voire dangereuse. Pour certains, la nation, c'est le nationalisme, et le nationalisme, c'est le danger, c'est l'ennemi à abattre. Et donc, toutes les histoires qui ont été fondées sur le roman national, pour reprendre cette espèce d'expression qu'on met à toutes les sauces, là, depuis 3 ou 4 ans, tout ce qui relève du roman national est systématiquement battu en brèche, condamné et traqué même dans le discours des uns et des autres. Et ce qu'on va me reprocher, de même que ce qu'on reproche à Stéphane Bern ou à Laurent Deutsch ou à d'autres vulgarisateurs, c'est de mettre en avant une vision de l'histoire, des épisodes de l'histoire de France, des figures incarnant ces épisodes qui se trouvent être trop proches de l'idée d'une construction nationale et qu'il faut dépasser. On va donc, et ce sera le projet d'un Patrick Boucheron par exemple, écrire une histoire de la France d'un point de vue mondial, d'un point de vue interrelationnel et non national. C'est même pas international, c'est non national. C'est l'inverse de l'ouvrage que Robert Barroux avait fait paraître au milieu des années 30 et qui, moi, a bercé mon enfance, c'est qui s'appelait « La France et son rôle dans l'histoire de la civilisation ». Ce livre, pour les gens dont je parle, c'est l'abomination, c'est vraiment l'exécration absolue. La France et son rôle dans l'histoire de la civilisation. Il n'y a pas d'histoire de la civilisation et la France en tant que telle n'a pas de pertinence, disent-ils. Donc évidemment, ils s'attaquent à ceux qui mettent en avant cet aspect-là. Et puis alors il y a aussi, disons-le, et allons au bout des choses, puisque c'est un peu l'objet d'une causerie comme celle de cet après-midi, il y a ceux qui, dans une frange très particulière de l'opinion, en l'occurrence vraiment à l'extrême gauche, je pense à Jean-Luc Mélenchon, à Alexis Corbière, etc. Alexis Corbière le reconnaît d'ailleurs, c'est assez drôle, il le reconnaît dans l'interview qu'il a donnée à Fabrice d'Almeida pour l'article dont je parlais de la Revue des Deux Mondes. Là, il dit lui-même qu'il se serve de la polémique en question pour faire avancer un certain nombre d'idées. Ah ben ça a le mérite de la franchise. Et que par exemple sur Robespierre, en défendant l'image de Robespierre, c'est une certaine idée de la politique qu'ils veulent mettre en avant. Au-delà même de la question de Robespierre qui, d'après ce qu'il dit, d'après ce que j'ai cru comprendre, ne le passionne peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, servons-nous de ça pour dénoncer en quelque sorte ce qu'on appellerait une dérive royale dans les médias. Parce que, je suis désolé, mais si vous voulez parler, si vous voulez incarner l'histoire, et notamment l'histoire de France, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, il va être très difficile de le faire sans parler d'un certain nombre de rois et de reines qui ont incarné le processus de construction de l'État et de création de la nation. Évidemment qu'on va parler de Louis XI, évidemment qu'on va parler d'Anne d'Autriche, etc. Ce sont des figures royales, oui, et ça ennuie une certaine frange, alors là vraiment extrémiste de la population, pour qui, ni Dieu ni maître, n'est-ce pas, les rois sont tous à abattre. Bon, pourquoi pas moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à parler de Catherine de Médicis et d'Henri IV, je vous rassure, et d'autres, et de Louis XVIII, et de tous. Je pense que ce sont des repères
Ce sont des repères symboliques. Après tout, symbolein, grec, le symbole, c'est ce qui réunit. Et je pense que nous vivons dans une époque suffisamment fragmentée, suffisamment chahutée, pour que les symboles ne soient pas trop mis à mal et pour qu'on essaie justement de rappeler quels sont les grands éléments sur lesquels nous pouvons tous nous retrouver. On devrait normalement pouvoir tous se retrouver autour de notre histoire. C'était le cas, plus ou moins, me direz-vous, mais c'était largement le cas sous la Troisième République, par exemple. Pourquoi est-ce que ça ne l'est plus aujourd'hui? Parce que certains ont décidé de passer ailleurs, dans autre chose, d'outrepasser notre histoire telle qu'elle est, pour inventer d'une certaine manière une néo-histoire non nationale. Grand bien leur fasse, ce qui me fait un peu sourire, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas de public. C'est-à-dire que c'est bien joli, leurs réunions, leurs textes, Ils ont écrit un livre, là, il y a quelques années, alors je pourrais même pas vous citer le nom des auteurs, pardon, mais ça vous donne, rien que ça, déjà, ça donne une idée. En toute honnêteté, sans mauvaise foi, je suis même pas capable de vous citer le nom des auteurs. Mais bon, il y a des gens qui se sont crus suffisamment utiles pour écrire un livre qui s'appelle « Les historiens de garde ». Alors, les historiens de garde, c'est Dimitri Casali, Franck Ferrand, Stéphane Bern, et allez, on recommence, toujours les mêmes. Et nous sommes censés être les sous-marins de la réaction en marche. Nous sommes censés être, mais c'est exactement ce qu'ils écrivent, nous sommes censés être les gardiens d'une tradition qui avance à visage masqué sans dire son nom, enfin bon, etc., etc. Moi je veux bien, mais le livre, il s'est vendu à combien d'exemplaires? Quand nous éditons des livres, nous les vendons à quelques dizaines de milliers d'exemplaires et nous avons un public, nous sommes soutenus par une immense opinion, par des gens qui aiment qu'on entretienne la mémoire, qu'on maintienne certaines figures du passé, etc. Mais eux, quand ils écrivent leurs ouvrages, qui les lit? À ma connaissance, vraiment, quand je dis personne, quasiment personne. Et pourtant, la presse persiste incontestablement à vouloir nous mettre en quelque sorte les uns contre les autres, à vouloir organiser une prétendue polémique. Je ne dis pas que le livre de M. Boucheron ne s'est pas vendu à un grand nombre d'exemplaires. Là, ça, c'est différent. Nous ne parlons plus du même type d'adversaire, si je puis dire. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je n'aurais pas tendance à considérer tant Boucheron comme un adversaire que comme le représentant d'une école complémentaire de la mienne. Il faut de tout pour faire un monde. Et il faut aussi, après tout, des mondialistes et des gens qui considèrent que la nation n'est pas utile. Ça fait partie de l'équilibre de l'univers. Est-ce que justement, ce qui n'est pas dangereux, parce que quand ça se passe dans un monde d'adultes, de citoyens qui ont un esprit critique, en effet, on voit la différence. Les livres comme les vôtres se vendent, les autres moins. Donc voilà, en effet, le public fait la différence. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger quand on voit que l'histoire de France est réécrite dans les manuels scolaires des enfants qui, eux, forgent leur identité et forgent leur éducation sur des livres comme ça? Oui, vous savez, l'année dernière, Europe 1 m'a demandé de faire une série d'émissions sur le baccalauréat. Et ça, alors, j'étais tout à fait contre le projet d'ailleurs, mais peu importe, ça s'appelait « Révise ton bac avec Franck Ferrand ». Bon. Ça a eu un énorme succès d'ailleurs. Là, je dois faire mon mea culpa, car moi je ne croyais pas du tout à cela, mais finalement, ça a eu un véritable succès. Et dans le cadre de cette émission, il a bien fallu que je lise les manuels de terminale. Et alors, autant j'essaie de me tenir au courant des actes de colloque, etc., autant je vous avoue que je ne lis pas d'habitude les manuels scolaires. Et là, j'ai découvert l'ampleur du désastre. J'ai découvert, je vous avoue que je ne savais pas que ça existait. J'ai ouvert les manuels de terminale, et moi qui ne fais que de l'histoire depuis 35 ans, qui y consacre 10 heures par jour au bas mot, qui sans doute, enfin j'ose l'espérer, commence à connaître un peu le sujet. Sinon, ce serait à désespérer de la nature humaine. Eh bien, ils ont réussi à me paumer, figurez-vous. Ils ont réussi à me perdre. Je ne savais même plus de quoi on parlait. Ils m'ont fait perdre mes repères. Je lisais ça, je tournais les pages dans tous les sens. Je ne savais même pas de quoi il était question. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, si moi, au bout de 35 ans de pratique quotidienne de ces sujets, je n'arrive même pas à comprendre leur charabia, mais alors que doivent penser les enfants? Que doivent subir les élèves? Comment voulez-vous qu'ils s'y repèrent, eux? Puisque moi, j'avais l'impression d'être devant un joueur de bonneteau qui était en train de me perdre, littéralement. Là, il y a un énorme problème. Et ça dépasse de loin le cadre des simples manuels scolaires. C'est toute la question de l'enseignement de l'histoire qui subit les effets du fameux pédagogisme, vous savez, et qui consiste à vouloir n'inculquer rien aux enfants.
Il n'y a plus, comme pour reprendre le jargon de ces gens, il n'y a plus les sachants, les sachants et les apprenants. Il n'y a plus qu'un enfant qui doit développer sa curiosité au contact d'un accompagnant. Comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est comme si on mettait des enfants au piano. Et d'ailleurs, j'ai vu ça. C'est pour ça que je donne cet exemple, c'est que je l'ai vu. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je vois que le temps passe et que je m'attarde trop dans mes réponses. Mais on collerait un enfant au piano, on lui dirait « vas-y, joue », sans lui donner des notions de solfège, sans lui apprendre les gammes, sans lui faire de gammes, sans lui donner les bases qui permettent de se repérer, sans faire de reconnaissance auditive, sans rien faire. On le colle au piano et on dit « vas-y, joue ». Alors effectivement, au bout d'un certain temps, pour peu qu'il soit très malin, parce que seuls les meilleurs s'en sortent, il va finir par nous sortir un petit peu quelque chose, mais ça n'aura rien de structuré, et jamais vous ne le verrez jouer une sonate de Beethoven, et pour cause, il n'y arrivera jamais. Eh bien ça, c'est ce que nous faisons à l'échelle non seulement de l'enseignement de l'histoire, mais de l'enseignement tout court. Car je lisais ce matin, pas plus tard que ce matin, je suis dans l'avion, on nous distribume le Figaro gratuitement, vous savez, donc alors bon, je feuillette le journal, et je découvre ce que j'ignorais aussi, que nous sommes en queue de classement de l'enseignement des sciences, des mathématiques, de la physique, de la chimie, mais ça devient très grave. Rappelez-vous l'époque pas si lointaine, il y a 15 ou 20 ans, où nos classes étaient les meilleures du monde, où nous formions les meilleurs ingénieurs de la planète, que les grandes universités de la planète entière s'arrachaient. Et là, nous traînons en 26 et 27e place des pays de l'OCDE, c'est-à-dire en avant-dernière et dernière place, selon qu'on parle des maths ou de la physique. Et le chargé de mission du ministère de l'Éducation nationale en matière de physique reconnaît lui-même dans l'article qu'à force de ne plus vouloir enseigner suffisamment les mathématiques, nous ne donnons plus les bases aux élèves pour qu'ils comprennent les grandes notions de la physique. Nous parlons là des dernières classes de terminale S qui vont préparer maths sup, maths spé, les écoles d'ingénieurs, etc. Mais où sommes-nous? C'est gravissime ce qui est en train de se passer. Vous savez, on parlait du patrimoine tout à l'heure et je vous en ai parlé d'une manière peut-être un peu trop détachée parce que c'est un sujet grave, mais ce n'est pas un sujet gravissime, me semble-t-il. En revanche, il y a une chose qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus urgente. Ça tient en deux mots. L'ignorance qui progresse chaque jour à pas de géant. Vous savez ce que... Alors, moi j'ai la chance effectivement d'avoir un jeune public. Il y en a beaucoup tous les soirs au théâtre, il y en a beaucoup qui écoutent l'émission, qui nous envoient des mails. C'est génial, ça c'est magnifique, heureusement. Heureusement qu'il y a des gamins qui s'intéressent à l'histoire ou à d'autres sujets, Dieu merci, mais ils sont minoritaires. Très souvent, lorsque je vais parler devant une classe, dans des lycées ou dans des collèges, vous savez la phrase que j'entends le plus souvent? J'étais pas né. Quand je dis, qui peut me dire, alors Eugénie était l'épouse de qui? La réponse que j'entends dans toutes les classes, partout, j'étais pas né. Mais moi non plus, j'étais pas né, mais je vous assure, donc cette ignorance-là, c'est-à-dire qu'il fut un temps, nous en parlions ensemble tout à l'heure à déjeuner, il fut un temps où lorsqu'on ignorait quelque chose, on le gardait pour soi, on le cachait et en rentrant le soir, on allait voir dans un bouquin ou dans un dictionnaire pour combler sa lacune et pour avoir l'air moins bête le lendemain. Eh bien maintenant, quand on ne sait pas quelque chose, on l'affiche, on s'en fait une gloire, on le met en avant et on fait rigoler les copains. Ça, c'est très grave, je vous assure. Là, c'est un travail de chacun. Nous avons tous une responsabilité. Un de mes grands amis, pour pas dire meilleur ami, le grand décorateur Jacques Garcia, a été invité récemment dans un club, vous savez, pour parler de son art. Évidemment, lui, il est l'un des plus grands collectionneurs du monde. Il est le... Bon, bref, vous savez qui est Jacques Garcia. Et alors... il y avait là beaucoup de, comme c'était un club de mécènes, il y avait beaucoup de dames très chics et tout ça, et alors qu'ils se plaignaient beaucoup que leurs enfants, et pire encore petits-enfants, ne font plus la différence entre un bonheur du jour Louis XVI et une bergère Louis XV, que plus personne n'y connaît rien, qui ne savent pas reconnaître un Rubens d'un Velasquez, etc. Et là, Jacques leur a dit, j'étais là, moi je buvais du petit lait, mais il s'est fait des ennemis à vie. Il leur a dit, si au lieu de taper sur les professeurs, et si au lieu de taper sur les manuels scolaires, et si au lieu de taper sur la télévision, etc., vous preniez vos responsabilités, si vous, privilégiés que vous êtes, vous n'êtes pas capable d'avoir inculqué à vos petits-enfants la différence entre le style Louis XV et le style Louis XVI, c'est vous, personnellement, qui êtes responsables. Ce ne sont ni les professeurs, ni les lycées, ni la télévision, ni la société, c'est vous qui avez démissionné de votre responsabilité.
Alors là, vous auriez vu la tête qu'elle faisait. Ça faisait la grimace. Mais c'est la vérité. Nous sommes tous responsables. Nous avons tous notre part là-dedans. L'ignorance, premier sujet. Et le deuxième sujet, qui évidemment se trouve être tout naturellement le corollaire du premier, sur lequel on n'insistera jamais assez, c'est l'émigration. Comment pouvons-nous faire pour nous aveugler et ne pas voir ce qui est en train de se passer en ce moment même sous nos propres yeux? Il se trouve que, l'âge avançant, je viens de fêter mes 50 ans, je vous avoue que je m'en serais bien passé, mais c'est comme ça. Je suis entouré maintenant d'amis qui ont... Moi, je n'ai pas d'enfants, mais je suis entouré d'amis qui ont des enfants. Et alors, vous savez, la grande phrase, toutes mes copines, la bouche en cœur, « François est à Singapour. Oh ben Mathilde est à Melbourne, parce qu'après, elle ira travailler à Las Vegas. Oh ben c'est formidable. Et ils sont à New York, ils sont à Londres, ils sont en Afrique du Sud, et ils sont en Nouvelle-Zélande, où ils recréent des nouveaux vignobles, et ils travaillent sur l'intelligence artificielle à Toronto, et tout le monde est content, et les gens vont se voir, ah, et alors toi, la tienne? Ah ben la mienne, elle est à Toronto, ah ben moi, le mien, il est à New York, et tout le monde est content. Nous sommes en train de vivre dans l'indifférence générale et même dans une forme d'autosatisfaction criminelle. Nous sommes en train de vivre une diaspora. J'ai eu le malheur de dire ça dans le journal des Français de l'étranger. Alors au départ, je devais avoir juste un quart de page pour parler de mon spectacle. Et puis il me parle évidemment, voilà, comme cet après-midi, les choses prennent un peu de feu. Et je leur dis ça, je dis ce que nous vivons, ce que les Français vivent au XXIe siècle s'appelle, au sens propre, une diaspora. Toute la matière grise de notre pays, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les chiffres de l'INSEE 2013, puisque ce sont les derniers chiffres dont on dispose. Le pourcentage des diplômés de nos grandes écoles qui sont partis à l'étranger, 87%. 9 diplômés de grandes écoles sur 10 vont faire profiter d'autres pays dans le monde de ce qu'ils ont appris en France. Et quand on demande à ces jeunes gens et ces jeunes filles s'ils ont l'intention de revenir un jour, pourcentage, 52% disent non, jamais. C'est une émigration définitive. C'est un pays qui est en train de se vider de sa substance productive et intellectuelle. Même dans le domaine de l'histoire qui est le mien, je me rends compte que tous nos meilleurs chercheurs, à chaque fois qu'il y en a un que je repère en disant « Ah, celui-là, il touche sa bille hein, », systématiquement, il s'en va dans les grandes universités américaines, etc., et anglaises, et même espagnoles, là, constamment. Mais on a envie de dire, mais est-ce qu'un jour, quelqu'un va se préoccuper de ce très grave sujet? L'ignorance qui progresse et la matière grise qui s'enfuit. Alors, par contre, on fait rentrer de la matière non grise, hein, ça... Mais ça marche. Il y a là un problème très grave, et qui nous concerne encore une fois. Ne reportons pas la responsabilité sur la classe politique, quelle qu'elle soit. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je déjeune et que je dîne avec les hommes politiques. Et presque à chaque fois, je sors, presque, pas toujours, hein, mais presque à chaque fois, je sors, y compris avec l'actuel chef de l'État, hein, entre parenthèses, je sors en me disant « Bravo, je suis tout à fait d'accord ». Parce que sur le fond, quelle que soit leur appartenance politique, pour une immense majorité d'entre eux, une immense, pas tous, mais pour une immense majorité d'entre eux, ils sont bien pensants et bien disposés. Ils ont les bonnes idées, les bonnes solutions, sauf qu'ils ne les mettent pas en application. D'après vous, pourquoi? Ils ne les mettent pas en œuvre parce que la population n'en veut pas. Posons-nous les vraies questions. Prenons-nous nos propres responsabilités. Pardon de vous parler d'une manière peut-être un peu âpre. J'écrivais il y a quelques jours un article sur le Mahatma Gandhi. Et loin de moi l'intention de me comparer de près ou de loin au Mahatma Gandhi. Mais j'écrivais un article sur lui et je m'amusais beaucoup à lire que juste avant qu'il ne quitte l'Afrique du Sud en 1911, 12 et 13, lorsqu'il donne ses grandes conférences à Johannesburg, etc., il passe son temps à tancer le public au lieu de le brosser dans le sens du poil. C'est l'inverse de ce que nos anciens appelaient la captatio benevolentiae, qui consistait à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je suis là pour essayer de dire aux gens,
à travers les quelques tribunes qui parfois me sont ouvertes et offertes, de leur dire ce qui me paraît important qu'ils entendent. Et en l'occurrence, au-delà des questions de programmes scolaires et au-delà des questions de protection du patrimoine, il y a une chose qui est grave, urgente, choquante, qui est notre problème à tous, qui nous touche dans chacune de nos familles, c'est l'expatriation massive de toutes nos élites. Personne n'en parle. Tous les hommes politiques le savent, ils connaissent les chiffres, ils le savent, ils sont conscients. Ils n'osent pas en parler parce que ça, pour le coup, c'est un tabou. Alors, pour conclure, pour laisser justement au public le temps de poser des questions et d'échanger avec vous, pour conclure, si malgré évidemment les adversaires que vous pouvez avoir, même parfois sur certains points précis, etc., mais si je vous dis que vous êtes un conteur, finalement, est-ce que ça résume bien votre vie et votre parcours? Ça, je l'assume. Vous savez, nous avons tous, je crois, et le rôle de l'enseignant d'ailleurs doit sans doute être de faire surgir cette petite flamme-là en chacun. Nous avons tous un ou plusieurs dons, généralement un plus marqué que d'autres. Nous sommes très doués pour une chose, moins doués pour beaucoup d'autres, et pas doués du tout pour certaines. Bon, moi je suis très peu doué pour conduire, et je ne vais pas vous raconter pour tout ce pourquoi je ne suis pas fait, mais en tout cas c'est vrai que j'ai un petit don qui est celui de raconter les choses, de mettre en parole. C'est le général de Gaulle qui disait « L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite ». J'espère parfois susciter quelques actions à travers une parole qu'il m'a été donné de maîtriser peut-être mieux que d'autres domaines. Bon. Et donc, oui, c'est vrai que je suis un conteur, j'assume pleinement, j'accepte même votre qualificatif comme un hommage. Tous les jours, à la radio, tous les soirs au théâtre en ce moment, j'essaie de raconter des histoires. Et peut-être que ce qui réunit tous les publics, peut-être que ce qui fait qu'il y a dans une même salle de spectacle des gens d'un grand âge et d'autres d'un âge très tendre, et ça c'est mon grand bonheur tous les soirs. Vous savez, au Théâtre Antoine, on a ce qu'on appelle les œilletons. On n'a plus ça dans les théâtres modernes, malheureusement. Ça, je suis très frustré dans les théâtres de province, mais à Antoine, on a encore le vieux rideau de scène de Monsieur Antoine, et il a encore ces vieux œilletons. Donc vous pouvez regarder à travers l'œilleton la salle. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que les gens ne savent pas qu'ils sont observés. Donc c'est très très drôle à voir. C'est un peu le principe de la vitre sans teint, du miroir sans teint. Et tous les soirs, je vois qu'il y a des gamins de 7 ans et des gens dont je ne chercherai plus l'âge. Ça, c'est agréable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Pourquoi est-ce qu'ils viennent s'installer dans cette salle de théâtre? Parce qu'ils savent qu'on va leur raconter des histoires. Si le spectacle consistait à faire, comme je viens de le faire à l'instant, à donner des positions sur la société, sur le monde, etc., je pense qu'il n'y aurait pas grand monde entre nous, soit dit. Mais là, les gens savent que pendant 1h30, on va les emmener ailleurs, on va les entraîner dans un imaginaire, on va les prendre comme il faut par les mots et leur raconter de belles histoires, ce qui ne veut pas dire forcément des histoires agréables à entendre, sur l'affaire Corneille-Molière, sur le règne de François Ier, sur le tombeau de Napoléon aux Invalides. J'ai quelques sujets qui ne font pas toujours plaisir à tout le monde, et puis je ne parle même pas d'Alésia, qui m'a valu tant d'ennemis et qui m'en fera d'autres, et je persisterai jusqu'à mon dernier souffle, parce que quand une vérité existe, il faut la défendre néanmoins, c'est comme ça que j'ai été élevé moi. Mais en tout cas, si les gens viennent, c'est pour qu'on leur raconte des histoires. Et donc, de ce point de vue, oui, je crois qu'on doit pouvoir dire que je suis un conteur. Franck Ferrand, merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez des questions, un micro va se promener. Merci pour votre débat, Maïté Zipfel. Lorsque vous parlez de l'immigration de nos jeunes, je pense qu'il faudrait poser le problème, à mes yeux, différemment. Pourquoi partent-ils? Vous parlez des chercheurs, parce que quand un jeune scientifique part en particulier, malheureusement sur les États-Unis ou le Canada, c'est puissance 10 pour lui la recherche. En fait, je ne suis pas certaine pour la cause première de leur départ est qu'ailleurs, on leur donne les moyens d'exercer leur talent et qu'on ne leur les donne plus en France. Donc je pense que le problème, il est aussi éminemment politique. Si nous ne voulons plus que nos jeunes partent,
donnant-leur les moyens et donnant-leur l'envie de rester en France. Or, ce n'est plus le cas actuellement. Je Et suis pense tout que à fait le problème d'accord, est madame. là. Bien sûr, C'est pas bien sûr. stigmatiser ni les parents, parce que en Ah non, tant non, mais- que parents, on est très heureux de les voir partir, là où ils vont pouvoir se réaliser. Non, mais quand je dis stigmatiser les parents, c'est là qu'il faut toujours faire très attention. J'espère n'avoir pas été mal compris. Je stigmatise les parents en tant que citoyens et électeurs. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans un pays où les impôts en moyenne sont à 60%, où tous les départements de recherche ont eu leur budget complètement rogné, et où toute personne qui essaie de se distinguer d'une manière ou d'une autre fait l'objet des pires critiques et des pires attaques, c'est bien la société qui est responsable, Voilà, ce ne sont quand même pas les hommes politiques. Non, mais je Les pense- hommes politiques courent après la fameuse société. Pourquoi l'esprit français est-il devenu tel qu'il ne permet plus à nos jeunes de s'épanouir, de se réaliser, de soulever des montagnes comme ils devraient pouvoir le faire lorsqu'ils sont ici? On ne leur en donne plus ni les moyens, ni l'opportunité. Vous avez entièrement d'accord, madame, entièrement raison. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vous remercie d'ailleurs de l'expliciter, de me permettre peut-être au passage de redresser une idée fausse. Ce n'est pas les parents que je voulais stigmatiser. Ce sont, à travers les parents, l'ensemble d'une population qui ne fait rien pour qu'on revienne sur tout ça. Il faudrait C'est peut-être à d'abord chaque fois politique. que... Pardon? Mais c'est éminemment politique. Eh bien s'il voilà, y a mais plus oui, mais pourquoi les budget. gens votent-ils pour ceux qui sont pour le maintien de tout cela? Voilà la Bon, alors question. là, c'est un autre débat. Eh bien voilà. J'ai pris plaisir, bien entendu, comme une bonne partie de la salle, à vous écouter, émettant des idées qui me convenaient tout à fait. Je voulais simplement poser une question. Lorsque le président de la République actuelle est à Alger et qu'il considère que la colonisation algérienne est un crime contre l'humanité, la question que je me suis posée, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, est-ce que c'est parce qu'on a précisément, au regard d'idéologie ou de pensée totalitaire que vous avez évoquées, on a escamoté une partie de l'histoire nationale qui est l'empire colonial qui a été créé au fil des siècles, et notamment, est-ce que c'est parce que on l'a incité à porter ce jugement tout à fait extraordinaire, surtout à Alger, sur l'histoire de la colonisation algérienne, qui s'inscrit bien entendu dans l'histoire coloniale française. Oui, vous avez raison, monsieur, c'est très intéressant. Comme énormément de citoyens, j'ai été pour le moins interloqué par cette déclaration. Il était candidat à l'époque, on était d'ailleurs assez avancé dans le processus électoral. J'imaginais que ça lui porterait infiniment plus préjudice que ça ne l'a fait, pour tout vous dire. Emmanuel Macron avait 39 ans à l'époque. Il est incontestablement, je crois, le fruit, même s'il est par ailleurs très intelligent et très cultivé, hein, ça je ne le nie pas un instant, et qu'il connaît très bien l'histoire, mais il est, qu'on le veuille ou non, le fruit de l'enseignement qu'on professe depuis une quarantaine d'années précisément. Et je pense qu'il a souvent entendu un certain nombre de ses enseignants défendre des idées de cet ordre. Je pense, pour le cas extrêmement précis que vous évoquez, mais il y en a eu d'autres, hein, sur la culture française et tout ça, sur l'art français, encore plus incroyable. Mais pour ce qui est de la phrase qu'il a prononcée, si vous regardez bien, parce que j'ai dû me repasser cet extrait au moins 20 fois, moi, pour le regarder, pour comprendre, il me semble qu'il se laisse, comme on dit, un peu dépasser par les événements, et que ce n'est, je ne pense pas, pour autant qu'on puisse le savoir, qu'il livre le fond de sa pensée. Il était dans une démarche de séduction. N'oublions pas aussi à quel point les processus électoraux modernes font de nos hommes politiques des machines de séduction et qui donnent à entendre aux différents publics ce qu'ils veulent entendre. Bon, il y avait sans doute de ça, peu importe. En l'occurrence, il est vrai que, sans jamais escamoter les crimes de la colonisation, car ils existent, personne ne songerait à les nier, évidemment, on les connaît tous. Bon. D'ailleurs, pour être plus exact, on ne les connaît pas tous comme on devrait les connaître, mais on en connaît beaucoup. Il ne faut pas négliger l'autre aspect de la colonisation, et même, pour être encore plus juste, les autres aspects. Et plutôt que la colonisation, il faudrait parler des processus coloniaux et de tout ce qu'ils ont apporté et retiré aux différents peuples dont nous parlons. C'est un sujet très complexe, très riche, infiniment moins négatif qu'on ne le penserait,
Et évidemment, la simplification, pour une fois, est plutôt du côté de l'université et de l'enseignement officiel, ce qui est un peu un paradoxe, après tout. Pour ce qui est, je finirai par une petite boutade avec Emmanuel Macron, il se trouve qu'il est venu voir mon spectacle avec sa femme au Théâtre Antoine. Vous imaginez, c'était un peu particulier comme situation. Et ensuite, ils sont passés dans la loge, etc. Et, évidemment, nous avons parlé, d'après vous, de quoi? D'histoire. Et nous étions à l'époque à 15 jours ou 3 semaines de l'élection présidentielle. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron est trop fin pour ignorer que je n'étais pas du tout d'accord avec lui sur la plupart des grands sujets, ça c'est un autre... Mais il me dit, tiens, vous qui êtes historien, une chose va vous amuser, je vais vous dire ce que j'ai en ce moment sur ma table de nuit, mon livre de chevet. C'est le livre de Georgette Elgey sur la 4e République. Et il y a un chapitre que je lis et relis sans cesse depuis 6 mois, c'est le chapitre consacré à 1958 et au retour au pouvoir du général de Gaulle. Parce qu'à mes yeux, dans l'analyse que je fais de notre époque, 2017, c'est 1958, et si vous le voulez bien, je vais essayer d'inscrire mes pas dans ceux du général de Gaulle. J'essaie, dit-il, non mais c'est inouï, j'essaie de suivre exactement, au détail près, ce qu'il a fait. On verra bien si ça me porte chance. Et le lendemain, j'ai téléphoné à Georgette Elgey, pour la prévenir. Vous savez, Georgette Elgey était la première stupéfaite d'apprendre qu'un des candidats, qui plus est très bien parti à l'élection présidentielle, cherchait les secrets d'une campagne électorale dans ceux d'une toute autre situation qui datait de près de 60 ans. C'est quand même, au-delà de la petite anecdote, c'est quand même intéressant de voir que l'histoire, pour ceux qui sont véritablement aux responsabilités, n'appartient pas au passé, et qu'elle est constamment un réservoir d'expérience et d'enseignement. Ce que trop peu de gens, à mon avis, considèrent. Oui, question. Pourquoi le terme d'identité nationale ici? Oui. L'identité nationale a-t-il pris une connotation droitière, alors que chaque Français devrait être fier de son histoire et de son patrimoine, qu'il soit de gauche ou qu'il soit d'extrême droite? Et j'ai une boutade également au sujet, je crois que c'est Laurent Deutsch qui a dit que quand on demandait à certains jeunes parisiens ce qu'exprimaient les grands noms de notre histoire, la réponse était toujours une station de métro. Hélas. Vous savez, il y a une personnalité très célèbre et que je ne peux absolument pas me permettre de citer devant vous, mais qui m'a posé la question hier ou avant-hier de savoir qui était Alma Marceau. Je vous promets que c'est vrai, ça. Hein. Magnifique, ça, quand même. Mais, pardon, vous allez me prendre, peu importe, mais voilà, pour un idiot ou une idiote, je ne sais pas qui est cet Alma Marceau, au fait. Et là, vous vous dites, mon Dieu! Bon, alors, pour répondre sur l'identité nationale, il y a comme ça des mots. Vous savez, nous vivons dans une époque d'hystérie médiatique. Et il faut nourrir cette espèce de golem que sont les chaînes d'infos en continu. Aussi bien à la télé qu'à la radio, mais plutôt à la télé, bien sûr. Et donc, on a fini par ériger la fameuse petite phrase. On en a fait un véritable... Maintenant, la petite phrase, c'est devenu la matière, c'est la pépite, si vous voulez. C'est ce que tous les journalistes recherchent absolument. Un journaliste de terrain, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui part en reportage et qui rentrerait le soir sans sa petite phrase, a perdu sa journée. Bon. Et il y a des mots qui, à force d'être employés à mauvais escient par des gens qui n'ont même pas réfléchi à ce qu'ils racontent, peu importe, mais des mots qui finissent par se charger de très fortes connotations. Et il faudrait revenir sur les circonstances de l'élection du président Sarkozy en 2007, qui avait d'ailleurs siphonné, comme disent les analystes politiques, avec un terme qui est à pleurer de rire, qui avait siphonné les voix de l'extrême droite et qui a réussi, grâce à une campagne relativement, entre guillemets, identitaire, je mets des guillemets partout parce que tous ces mots sont piégés maintenant, sont complètement à la fois vidés de leur véritable sens et chargés d'un sens qu'on a bien voulu leur conférer. Il avait fait une campagne relativement identitaire, un peu moins qu'en 2012, mais quand même relativement identitaire. Ça avait beaucoup indisposé certains milieux bien pensants, on va dire toute une sorte de centre. Hein. Et lorsqu'il a créé ce ministère de l'identité nationale et de l'immigration,
Il a volontairement et tout à fait sciemment, Nicolas Sarkozy est un brillantissime tacticien politique, il sait exactement ce qu'il fait, il a jeté un énorme pavé dans la mare, surtout lorsqu'on voit qu'il a nommé au ministère en question. Ça a fait un double scandale, ça a surirrité les milieux qu'on va appeler, pour aller vite, de gauche, et cette notion d'identité nationale, qui déjà posait problème depuis une trentaine d'années, est devenu un chiffon rouge qu'on agite sous les yeux de la bien-pensance. Donc ça, bon, est-ce que c'est très important? Je pense que, pardon, hein, mais il me semble que tous ces termes, tous ces mots à la mode, qui un jour viendront remplir quelques paragraphes dans les livres d'histoire, que tout ça n'est qu'une sorte d'écume, et que ce sont des marionnettes que l'on agite devant l'opinion pour la détourner des grandes questions, dont celle que nous évoquions tout à l'heure. Tant qu'on s'écharpe sur la notion abstraite et somme toute plutôt creuse d'identité nationale, on ne se pose pas les vraies questions et l'on permet à ceux qui tirent les marrons du feu de continuer de les tirer tranquillement, en paix, me semble-t-il. On va prendre une dernière question. Je voudrais revenir sur l'enseignement de l'histoire, qui me paraît extrêmement important. L'abandon de l'enseignement chronologique de l'histoire, qui a impacté, on peut le dire, plusieurs générations de lycéens, d'écoliers, et qui les a rendus pratiquement totalement ignorants de ce qu'a été l'histoire de France. C'est ce que vous avez découvert l'année dernière en préparant votre émission sur le baccalauréat. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce phénomène est un peu, en partie, non pas en totalité, mais un peu en partie, des difficultés que nous rencontrons actuellement au niveau de la cohésion nationale? Oui, pour parler avec des termes infiniment moins choisis que les vôtres, c'est une forme de politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'évidemment, la coexistence de populations aux cultures très différentes, dont certaines se considèrent plus ou moins comme malvenues, cette coexistence devient de plus en plus difficile, notamment dans certaines classes. Et on dit, alors là je ne l'ai pas constaté par moi-même, je n'en sais rien, j'ai souvent entendu dire que les inspecteurs d'académie, que les responsables de programmes, justement, vous savez qu'il y a le Conseil national des programmes et le Conseil supérieur d'éducation nationale qui sont peuplés de gens qui, après tout, qu'on le veuille ou non et qu'on les apprécie ou non, c'est un autre sujet, mais qui sont des gens dans leur registre plutôt compétents, en tout cas, et bénéficiant d'une très riche expertise. Il faut toujours se méfier des experts, mais il est certain que pour tous ces gens-là, plutôt que d'aller au-devant de désordre dans les classes, on préfère passer sous silence certains chapitres de... Bon, prenons l'exemple tout simple des croisades. Hein. C'est-à-dire que plutôt que de semer la zizanie dans une classe entre une partie de la population et une autre, eh bien on préfère ne pas parler du tout des croisades, et comme ça on passe dessus et on va vers autre chose. À mon avis, c'est une double erreur. C'est une triple erreur. Oh, c'est une erreur multiple. Mais pour résumer l'erreur à ces grandes lignes, je dirais que d'abord, c'est oublier que nous parlons d'histoire. Il ne s'agit pas de parler aujourd'hui de choc, je ne dis pas que le sujet n'existe pas, mais ce n'est pas le sujet dans l'enseignement de l'histoire. Historiquement, les croisades ont eu lieu, point barre. Donc les nier est une chose aberrante, ou en tout cas péché par omission en feignant de les oublier. C'est invraisemblable. Deuxièmement, les croisades en question, non seulement sont un objet historique, mais devraient pouvoir être un objet de débat. Et la fameuse mise à distance que prônent tant tous ces gens devrait normalement opérer. Le fait qu'elle n'opère pas devrait les interroger d'ailleurs sur ce qu'il y a de vivant et de fort dans l'histoire. Et puis, troisième erreur, alors encore bien plus grave d'une certaine manière, ce n'est sûrement pas en escamotant les sujets qu'on les réglera. C'est au contraire en essayant d'emblée de les régler. Il y a là un travail de, on a presque envie de dire, de morale ou de santé mentale. Et de courage, bien sûr.
Donc là, on escamote, on contourne, et accessoirement, on essaie de parer les choix qui sont faits de toute une explication pédagogique, psychologique, universitaire, etc. C'est incontestable. Il y a une forme d'adaptation à des choses que l'on considère comme malheureusement impossibles à résoudre. Ce sont des démissions finalement. Est-ce que depuis le début de cette causerie, nous n'avons pas, sans le vouloir, et par la simple force de choses qui s'imposent à nous, est-ce que nous n'avons pas multiplié les sujets de démission? Nous démissionnons sur tout ce qui gêne. Nous vivons dans une époque de relative facilité, ce dont certains n'ont pas conscience, qui préfèrent s'en tenir à ce qui va bien, à ce qui marche et au confort matériel de chacun, ou en tout cas du plus grand nombre, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde vive dans le confort, mais le plus grand nombre, incontestablement, au détriment de la difficulté, du problème, de l'obstacle. Peut-être que le problème qui se pose à notre époque, c'est celui du courage, précisément. Est-ce que nous sommes encore capables de prendre à bras-le-corps les difficultés qui se hérissent sur notre chemin, ou est-ce que, de façon couarde, nous avons tendance à essayer de les contourner? Je pense que là, de ce point de vue, il faut que chacun nous balayions devant notre porte, et nous avons tous nos petites et nos grandes démissions. Il me semble que notre époque est un peu celle des démissions, oui. Est-ce que ça n'est pas le lot de toutes les civilisations en grand déclin? C'est très possible. Vous savez, le président Giscard d'Estaing, qui m'avait reçu à prendre le thé il y a quelque temps, il y a 18 mois de ça, il me dit à un moment, il y a une différence très nette entre la décadence et le déclin. Le déclin est un phénomène objectif contre lequel on peut lutter. La décadence est un phénomène subjectif contre lequel on ne peut rien. J'ai le regret de vous annoncer que nous vivons en pleine décadence, me dit-il. Et alors après quelques secondes de silence, il ajoute, et d'ailleurs je me demande depuis quand. Et là je dois vous dire que j'ai tourné mon thé avec beaucoup de concentration.